Bonjour et bienvenue dans cette partie de cours qui concerne le transmetteur. Si l'on reprend notre structure de boucle de régulation que l'on a vue la dernière fois, je vous rappelle que la partie transmetteur à laquelle on s'intéresse est l'élément qui va ponctionner une partie de la grandeur physique que l'on souhaite contrôler pour l'amener avec un signal standardisé vers un régulateur. Ce transmetteur, on a dit qu'il était composé de deux parties principales, une partie capteur proprement dite qu'on appelle également un corps d'épreuve et un conditionneur de signal. Alors les principaux types de corps d'épreuve que l'on va trouver au sein des transmetteurs sont la membrane métallique qui va permettre de convertir une pression en déplacement, la résistance qui va nous convertir une température en résistance, en ohm, ou bien dans d'autres principes convertir des déplacements en ohm, le thermocouple qui va nous convertir une température en millivolts, la jauge de contrainte qui va convertir une contrainte mécanique en variation de résistance, et un matériau piézoélectrique qui va nous servir à convertir une contrainte mécanique en variation de charge électrique et vice versa. Donc un effet direct et un effet inverse qui me semble pas mal expliqué dans cette vidéo de YouTube dont vous trouvez le lien ici. Vous regardez la première minute, 1 minute et 15-16 secondes. Et ce comportement d'un matériau piézoélectrique est parfaitement expliqué et très intéressant. Dans la partie conditionnement de signal, on va retrouver le champ magnétique qui va nous servir à convertir une variation de déplacement en variation de tension. On va parfois retrouver le pont de Whetstone qui va nous permettre de convertir une variation de résistance en variation de tension. L'induction électromagnétique qui convertit une variation de flux magnétique en tension, ou bien un convertisseur tension-courant. Alors ces listes, elles ne sont pas exhaustives, mais ça permet de donner quelques exemples par rapport à ces deux composantes principales du transmetteur. Bon, donc on ne va pas toutes les voir en détail, c'est pas l'objet de ce cours, mais de temps en temps j'y ferai allusion en faisant quelques petites démonstrations qui ne seront pas à retenir, je vous rassure, mais qui me paraissent nécessaires d'être présentées dans ce cours malgré tout. Nous allons maintenant commencer de nous intéresser à l'aspect signal. Qu'est-ce qui circule comme signal avant le transmetteur et après le transmetteur? Bien, si on s'intéresse déjà à toutes les variations possibles de notre grandeur physique, on va s'apercevoir, donc il y a des ingénieurs procédés qui vont définir des valeurs minimum que la grandeur physique peut prendre et la valeur maximum que cette même grandeur physique peut prendre. Donc on a quelque part, si on veut se rapprocher d'une expression mathématique, un domaine de définition de la grandeur physique au sein du process. Si on veut mesurer une température, par exemple, d'un point de vue process, on va dire qu'elle va évoluer entre moins 10 et plus 120. Et physiquement, on sait, on pourra le démontrer si nécessaire, qu'elle ne peut pas aller en delà de 10 degrés et au-delà de 120 degrés, par exemple. Donc, en termes de signal, en termes de variation, notre grandeur physique, elle va être, on va dire, bornée par une valeur minimum et une valeur maximum. Maintenant, c'est peut-être pas forcément l'entière possibilité de variation qui va m'intéresser pour piloter mon process. Toujours d'un point de vue process, je vais avoir ce qu'on appelle un domaine d'opérabilité de mon process. Je vais par exemple être intéressé à contrôler ma grandeur physique entre 10 et 40 degrés, pourquoi pas. Donc je vais avoir par rapport à mon domaine de définition de ce que je suis à même de pouvoir disposer dans mon installation, je vais définir une valeur de travail minimum et une valeur de travail maximum. Et même si mon process peut aller de moins 10 à 120 degrés, je peux parfaitement être intéressé de le piloter entre 35 et 38 degrés par hasard. Donc je vais définir un domaine d'opérabilité de mon process. Et ce domaine d'opérabilité du process, il va nous servir en tant qu'instrumentiste comme donnée d'entrée pour définir
ce qu'on va appeler l'étendue d'échelle de notre transmetteur. C'est-à-dire que si je veux mesurer une certaine variation sur ma grandeur physique que je souhaite contrôler, eh bien je vais mettre en face de mes valeurs minimum de travail et de mes valeurs maximum de travail un transmetteur qui devra disposer des mêmes seuils que ceux qui sont définis par mes contraintes de process. C'est-à-dire qu'à la valeur minimum de travail qui correspond au seuil bas de mon domaine d'opérabilité de process, il va falloir que je puisse mettre en face un appareil de mesure, un transmetteur, tel que sa valeur minimum corresponde à la valeur minimum que doit mesurer le transmetteur corresponde à la valeur minimum de travail. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la partie transmetteur la LRV, le début d'échelle, la Lower Range Value. Donc ça s'appelle aussi également le zéro du transmetteur. Et côté valeur maximum de travail, eh bien mon transmetteur, il va falloir qu'il soit capable de mesurer jusqu'à cette valeur maximum de travail qui correspond au seuil supérieur de mon domaine d'opérabilité du process. Et cette valeur maximum que doit mesurer le transmetteur, je vais l'appeler URV, Upper Range Value, qui va correspondre à ma fin d'échelle de mon transmetteur. Donc, au domaine d'opérabilité du processus, je dois définir le domaine de travail de mon transmetteur. Et la différence entre URV moins LRV, ça va être une des premières caractéristiques de mon transmetteur qui s'appelle l'étendue d'échelle. Si je me place à présent du point de vue de mon transmetteur, eh bien, je lui ai défini donc une étendue d'échelle qui correspond à une valeur minimum que doit pouvoir mesurer le transmetteur et une valeur maximum que doit mesurer le transmetteur par rapport à mon domaine d'opérabilité qui a été défini pour mon process vis-à-vis de la grandeur physique que je veux contrôler, donc mesurer dans un premier temps. Et bien du point de vue du transmetteur, je ne vais pas avoir une infinité de transmetteurs disponibles sur le marché avec juste l'étendue d'échelle qui m'intéresse. Je vais disposer d'une multitude de transmetteurs sur le marché qui vont posséder ce qu'on appelle des étendues de mesure disponibles ou des gammes de mesure. Et cette étendue de mesure, elle va être la différence entre une valeur maximum que peut mesurer le transmetteur et une valeur minimum que peut mesurer le transmetteur. Et entre la valeur minimum et la valeur maximum, je vais pouvoir régler ou configurer, aujourd'hui on fait plus de la configuration que du réglage proprement dit, l'étendue de mesure et je vais pouvoir piocher dans cette étendue de mesure pour configurer une étendue d'échelle qui m'intéresse vis-à-vis de mon domaine d'opérabilité du process. Alors la valeur minimum que peut mesurer le transmetteur, ça s'appelle la LRL, la Lower Range Limit, qu'on appelle également la portée limite inférieure, la PLI, qui est une limite de mesure inférieure de mon transmetteur, jusqu'à la valeur maximum qu'il est capable de mesurer et qu'on appelle donc l'URL, l'Upper Range Limit, ou bien la portée limite supérieure, la PLS, qui est donc ma limite de mesure supérieure. J'ai donc l'étendue de mesure qui est égale à URL moins LRL, ou bien PLS moins PLI. L'étendue de mesure dans un transmetteur, ça va être quand même limité à une valeur minimum notée EM indice min. C'est-à-dire que beaucoup de transmetteurs sur le marché on va pas pouvoir configurer une étendue de mesure plus petite qu'un seuil à un moment donné. Donc on va appeler ça étendue de mesure minimum. Je vais prendre un exemple. Si j'ai un process donc qui varie entre 0 et 15 bars et que je m'intéresse d'un point de vue opérabilité à le mesurer entre 4 et 5 bars, eh bien je vais prendre un transmetteur qui va être capable de mesurer entre 0 et 3 bars ou 0 et 5 bars par exemple, mais je ne vais pas pouvoir, de par la caractéristique du transmetteur, prendre une étendue de mesure qui serait inférieure à 0,1 bar par exemple, à 1 bar ou à
une étendue de mesure de 1 à 2 bars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étendue de mesure minimum. Et à partir de l'étendue de mesure et l'étendue de mesure minimum, on va définir une caractéristique importante du transmetteur qui s'appelle sa rangeabilité. Et sa rangeabilité, elle est définie par le rapport de son étendue de mesure sur l'étendue de mesure minimum qu'il est capable de produire. Enfin, qu'on est capable de configurer. Et ça, on va le noter R2.1. Alors cette rangeabilité, eh bien, elle va servir à exprimer de quelle manière le transmetteur est capable d'absorber un domaine possible de réglage d'étendue de mesure. Voilà, donc plus la rangeabilité est grande, plus vous allez être capable de mesurer un large panel d'étendues de mesure pour diverses applications. Dans le polycopier que vous aurez, je vous ai mis un calcul un peu détaillé par rapport à ça. Mais pour l'heure, on va également faire un ou deux exercices d'application pour mettre en évidence ces calculs. Admettons que j'ai un transmetteur avec l'extrait de documentation technique qui lui correspond, donc je dirais que c'est un capteur de type A. Si je m'intéresse aux différentes variabilités de mesure de ce transmetteur en millibars, eh bien je vois que j'ai une URL qui est à 10 millibars, une URL qui est à moins 10 millibars. Donc d'après les définitions que j'ai données au transparent précédent, j'ai une étendue de mesure possible sur ce transmetteur qui est de URL-LRL, c'est-à-dire 10 moins 10, c'est-à-dire 10 plus 10, c'est-à-dire 20 millibars. Une rangeabilité qui est égale à EM sur EM mini, donc je vois que dans la troisième colonne sur ma ligne des millibars, j'ai une étendue de mesure, réglable minimum de 0,5 millibars, donc je ne pourrais pas, par exemple, régler de 2 à 2,1 millibars. Il me faut au moins 0,5 millibars d'étendue de mesure minimum. Donc la rangeabilité de cet appareil, c'est R, noté R2.1, donc 20 divisé par 0,5, c'est-à-dire 40. Et la rangeabilité de ce transmetteur s'exprime sous cette notation. Deuxième cas, un petit peu plus complet, donc on veut mesurer un débit dans une conduite, donc on utilise un transmetteur. Le dimensionnement du transmetteur nous montre que pour mesurer ce débit, il faut mesurer une pression différentielle comprise entre 0 et 250 millibars. On verra comment on y arrive un peu plus tard, à ces millibars, à partir d'un débit. En s'appuyant sur les données du fournisseur qui sont données dans le tableau en dessous, on va préciser les valeurs de la LRV et ERV à configurer et donner l'étendue de mesure de l'appareil. Et on va calculer sa rangeabilité. Alors, si je veux mesurer une pression différentielle qui soit comprise entre 0 et 250 millibars, donc ça correspond à mon domaine d'opérabilité, je vais choisir dans le capteur de type A, C et F, eh bien, les possibilités de réglage qui vont me permettre de configurer 0 et 250 millibars. Et là, c'est sans aucun problème de choix. Ça ne peut être que le dernier, puisque le premier, je vais pouvoir régler de moins 10 à 10, le deuxième de moins 60 à 600, et le troisième de moins 400 à 400 millibars. Et moi, j'ai besoin de mesurer entre 0 et 250. Donc, j'ai une URV de 250 millibars dans mon process, une URV de 0, puisque c'est les conditions d'opérabilité qui me font et qui me demandent de régler cet appareil entre 0 et 250 millibars. Je vais donc choisir, donc ça va me faire une étendue d'échelle de 250 millibars qu'il faut que je puisse configurer dans l'appareil. Donc pour pouvoir avoir une URV de 250 millibars, il va falloir que je choisisse une URL de 400 millibars, une URV de moins 400 millibars, donc une étendue de mesure de 800 millibars. Et à l'intérieur de cette étendue de mesure de 800 millibars, je vais pouvoir configurer mon étendue d'échelle de 0 à 250 millibars.
Si je calcule le paramètre R de ce régulateur, eh bien c'est l'étendue de mesure divisé par l'étendue de mesure minimum. Alors, ça va me faire 800 divisé par 4, span en anglais. Ça va me faire 200, une rangeabilité de 200 que je vais noter sous cette forme-là. Nous allons maintenant commencer d'évoquer quelques caractéristiques techniques d'un transmetteur, pour les principales on va dire. Donc quand on parle de transmetteur, on est intéressé à la sensibilité du transmetteur. La sensibilité que j'appelle grand S, elle peut se définir tout d'abord d'un point de vue mathématique. C'est la dérivée du signal de sortie sur la dérivée du mesurand en un point de fonctionnement donné. La vraie définition de la sensibilité, c'est ça. Donc on s'intéresse à une variation locale sur une caractéristique de transmetteur. Pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait souvent en physique, hein. On associe une différentielle à quelque chose d'un petit peu plus macroscopique que l'on peut mesurer, qui retombe dans le domaine physique des choses. Et en fait, la sensibilité d'un transmetteur, ça va être le rapport de la variation du signal de sortie pour une variation du mesurand donné. Dans la suite de ce cours, et c'est d'ailleurs dans la réalité des choses ce qui se passe, hein, c'est qu'on va travailler avec des transmetteurs dont la sensibilité est constante tout au long de l'étendue de mesure ou de l'étendue d'échelle. Par exemple, j'ai une étendue d'échelle de 200 degrés et une LRV de 50. Donc ça veut dire que concrètement, je suis dans un domaine d'opérabilité qui me demande de pouvoir mesurer une température entre 50 et 250 degrés sur, sur un process. Et à cette variation de 200 degrés, j'associe une variation de 4 à 20 mA qui est donc le signal standardisé couramment utilisé dans l'industrie. Alors si je cherche à calculer la sensibilité qui correspond à ce transmetteur qui va me délivrer une étendue d'échelle de 200 degrés pour une variation de 4 à 20 mA, je vais calculer grand S est égal à delta S sur delta M. Delta S, ça va être la variation de mon signal de sortie, c'est-à-dire 20 mA moins 4 mA, c'est-à-dire 16 mA, divisé par la variation de mon signal de mesure, c'est-à-dire 200 degrés. Et je définirai ainsi la sensibilité de ce transmetteur-là pour ce domaine d'opérabilité donné comme étant égal à 0,08 mA par degré Celsius. Alors, une remarque, la sensibilité est indépendante de la LRV. Je l'ai mis dans l'énoncé, la LRV, pour expliquer qu'on mesurait entre 50 et 250 degrés. Mais comme on considère les phénomènes linéaires dans ce cours, la sensibilité, c'est la pente de la caractéristique statique du transmetteur. On va voir ça d'ici quelques transparents. Et donc c'est indépendant de la LRV, puisque comme on est sur une droite, la pente elle est constante en n'importe lequel de ces points. Maintenant on va parler quelques instants de la précision d'un transmetteur. Alors la notion de précision elle est rattachée à un calcul d'incertitude dans ce qu'on en fait comme application au niveau des transmetteurs, enfin des capteurs et actionneurs. On a tout d'abord l'incertitude absolue que j'appelle delta Y sur une mesure qui est la différence entre la valeur Y du mesurand qui a été mesuré et sa valeur vraie Y0 que l'on pourrait montrer par rapport à un étalon, par rapport à une opération d'étalonnage précédente qui a été faite. Et les résultats d'une mesure, elle va s'exprimer sous la forme suivante, y égale y0 plus ou moins delta y. Ça c'est ce qu'on appelle l'incertitude absolue, delta y. Maintenant, ce qu'on utilise pratiquement dans les documentations de transmetteurs, c'est l'incertitude relative qui est exprimée en pourcents. L'incertitude relative, elle va être calculée par le rapport de l'incertitude absolue sur la valeur mesurée. Alors attention, la précision en tant qu'expression sous forme d'incertitude relative, elle va se dégrader en 1 sur y. Je vais vous montrer ça dans le transparent suivant sous la forme d'un exemple. Je vais considérer un transmetteur de niveau dont la précision annoncée est 0,03%.
et ce transmetteur il va travailler entre 0 et 5 mètres. On est dans une cuve, on stocke un produit et on est intéressé de savoir quel niveau on a dans la cuve pour déterminer un volume, une quantité, etc. On va regarder l'incertitude relative sur la mesure que je vais faire entre 0 et 5 mètres à deux points précis, à une hauteur de 3 mètres et à une hauteur de 1 mètre mesurée. Donc on raisonne de la façon suivante. L'incertitude relative qui est donnée par le fournisseur annoncée à 0,03%, ce qui ne dit pas le fournisseur, pour des raisons commerciales évidentes, c'est que c'est une incertitude qui est annoncée sur l'étendue d'échelle donnée. Par exemple, si c'est à 5 mètres, je vais pouvoir calculer l'incertitude relative delta y sur y comme étant égale à 0,03 sur 100, c'est-à-dire une incertitude absolue de y fois 0,03 sur 100, c'est-à-dire 5 fois 0,03 sur 100, soit 1,5 mm. Ça veut dire que j'ai une étendue d'échelle pour laquelle la précision de mon transmetteur est annoncée à 0,03%. Ça veut dire que lorsque je mesure 5 mètres, c'est 5 mètres plus ou moins 0,0015 mètres, c'est-à-dire 5 mètres plus ou moins 1,5 mm. Si mon signal de mesure il m'indique 3 mètres, si je l'exprime sous forme d'une incertitude absolue, j'ai y qui est égal à 3, ce que je mesure, plus ou moins delta y, c'est-à-dire 3 plus ou moins 1,5 mm. Mais comme je suis en mètres, je mets 3 plus ou moins 0,0015 mètres. C'est-à-dire que à 3 mètres, j'ai une incertitude relative de delta y sur y, c'est-à-dire 0,0015 divisé par 3, qui est égal à 0,05%. Donc, comme le pourcentage il est lié à la notion de précision, vous voyez que déjà à 3 mètres, ma précision elle est dégradée. Si je la regarde à 1 mètre, ma précision, lorsque je mesurer 1 mètre, ça va être y égale 1 plus ou moins delta y. Le delta y, lui, il ne change pas. Il est égal à 0,0015, puisqu'il est défini pour une pleine échelle. Mais maintenant, à 1 mètre, c'est-à-dire à 20% de mon signal de mesure, j'ai une certitude relative de delta y sur y qui est égale à 0,0015 divisé par 1, c'est-à-dire 0,15%. Donc de 0,03% qui est une valeur entre guillemets commerciale, je dégrade ma précision à 0,05% et à 0,15%. Et quand je disais que ça décroissait en y, et bien voilà effectivement ce que donne delta y sur y par rapport à y. C'est-à-dire que je considère delta y constant et j'ai finalement une fonction mathématique de la forme k sur x. C'est pour ça que quand vous allez choisir un transmetteur avec son étendue de mesure à l'intérieur de laquelle vous allez configurer une étendue d'échelle, il va falloir choisir l'étendue d'échelle de telle façon à situer le point de fonctionnement sur lequel vous allez travailler dans la seconde moitié de l'étendue d'échelle, de manière à être le plus proche possible et le plus longtemps possible vers la précision qui a été annoncée dans l'appareil, qui est de 0,03%. Vous voyez mon petit cadre rose ici, si je le déplace vers la gauche, eh bien je vais dégrader à un moment donné très rapidement ma précision. Voilà, donc ça c'est un point important du cours, c'est apprécier la précision d'un transmetteur sur un point de fonctionnement donné. Quelques autres caractéristiques qui sont souvent citées dans les notices techniques d'appareil. Je ne vais pas toutes les développer dans le détail, je pourrais le faire ponctuellement si quelqu'un est intéressé, je peux le faire, mais on a tant de choses à voir dans cette partie du que j'ai quand même limité certains développements. On a la bande passante. La bande passante d'un transmetteur, c'est l'intervalle de fréquence à l'intérieur duquel le transmetteur est capable de fournir une mesure exploitable. En d'autres termes, si vous avez un mesurant qui varie rapidement, trop rapidement, à partir d'un moment donné, des variations rapides vont inclure une fréquence qui va être suffisamment importante pour que le dispositif de détection et de conversion à l'intérieur du transmetteur ne puisse plus suivre et on va avoir un affaiblissement du signal et à un moment donné ça va faire une fonction de filtre et on va plus voir. Donc si les signaux varient trop rapidement, on peut être limité dans l'interprétation dynamique de ces signaux et ne plus les voir à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la bande passante.
On a le temps de réponse. Le temps de réponse, c'est le temps au bout duquel le signal de sortie se stabilise suite à une variation du mesurand. Dans le domaine de la chimie et de la pharmacie ou l'agroalimentaire, bon, la pharmacie peut-être un peu plus par rapport à la température, on a besoin d'avoir des temps de réponse rapides. Dans la chimie, on est quand même devant des constantes de temps qui sont la plupart du temps, je dirais dans 99% du temps acceptables. Les temps de réponse pour un transmetteur vont être très importants à partir du moment où on utilise la structure de boucle de régulation en asservissement. Rappelez-vous, dans une structure de boucle de régulation, il y a la valeur idéale que l'on veut avoir, qu'on avait appelée la consigne. Si cette consigne est fixe, on est sur une composante de régulation de la structure globale. Donc là, j'ai pas de souci. Si maintenant cette consigne, je la fais varier et que je veux que l'ensemble de mon système suive cette consigne variable, là, je vais être fortement intéressé par les temps de réponse de mes transmetteurs. Il va falloir qu'ils réagissent le plus vite possible sur des dynamiques qui sont liées à des variations de consignes. L'alimentation en énergie, on va en parler un petit peu dans le câblage qu'on va voir par la suite. Un transmetteur, il va pouvoir être alimenté en 230, en 24 volts, en 48 volts, alternatif, continu. Donc là, une caractéristique importante du transmetteur, c'est de savoir sur quelle plage de tension il peut être alimenté électriquement. Avant, c'était 24 volts plus ou moins 2 volts. Maintenant, on peut avoir des variabilités énormes de tension et l'électronique qui est située dans le transmetteur ponctionne ce dont elle a besoin comme source de tension pour pouvoir faire fonctionner son électronique. Donc on a en fait des plages d'alimentation qui sont assez variables aujourd'hui, on verra ça en exercice. Le signal de sortie du transmetteur, donc moi j'axe beaucoup ma présentation sur des composantes filaires du signal de sortie à travers un courant qui est le 420 mA. On peut encore trouver un peu dans l'industrie du 1 à 5 volts, mais c'est rare. Le 0,10 volts encore moins. Ce qui se développe de plus en plus dans le domaine de la chimie et de la pétrochimie, c'est le wireless, le Wi-Fi. Donc ça, c'est en pleine expansion. Et puis bien sûr, les réseaux de terrain que je n'aborde pas dans ce cours parce que je pense que vous allez l'avoir dans d'autres parties du cours, mais effectivement, les réseaux de terrain sont en fort développement également. Et puis on a une succession de choses qui pourraient également être développées à foison, mais donc on va pas le faire. Enfin, j'en reprendrai peut-être un ou deux quand même sur samedi, on verra. C'est les résistances aux contraintes environnementales. Lorsque l'on dimensionne un transmetteur, il faut d'emblée, dès le départ, lors de sa conception, enfin dans son choix, pardon, intégrer les contraintes de température extérieure, les contraintes de poussière, donc à travers ce qu'on appelle l'indice de protection, les contraintes de choc, combien de joules il peut recevoir sur la tête, ce transmetteur, les contraintes d'humidité, est-ce qu'on est 100% d'humidité, 0%, dans quel pays on va le monter ce transmetteur, est-ce que c'est chargé en humidité ou pas, c'est toutes des choses qu'il faut valider à l'amont lors du choix, ça. On a des solutions, des vernis qui sont déposés sur les cartes électroniques, etc., qui vont immuniser l'appareil contre l'humidité. L'altitude peut également procurer des déclassements sur un transmetteur. Il ne va pas se comporter de la même manière s'il est situé à 3000 mètres d'altitude ou alors s'il est situé au niveau de la mer. On va avoir des aspects de corrosion qu'il va falloir prendre en compte, notamment au niveau de la membrane de mesure, quelles sont les compatibilités chimiques avec le produit qui va générer la grandeur physique. On peut être confronté à des problèmes d'érosion, à quelle vitesse pour un transmetteur de débit on va venir effleurer les organes de détection, on peut avoir de l'érosion, donc de l'usure quelque part. On va se poser des questions au niveau ATEX, c'est-à-dire on va raisonner en termes de zone d'explosivité, avec quelle probabilité on est capable d'avoir une explosion dans l'atmosphère où est monté le transmetteur. Donc il y a des règles qui existent, une norme même. Il va falloir se poser la question de la résistance aux vibrations, parce que un transmetteur de température par exemple qui vibre trop, à un moment donné on peut avoir des phénomènes de casse et vous perdez votre mesure. Et qu'est-ce qui se passe quand on perd une mesure? Ça, bon, c'est des choses qu'il faut discuter lors d'ASOP ou de choses comme ça.
On a les perturbations électromagnétiques qui sont également cadrées par des normes pour être sûr de ne pas être perturbé électromagnétiquement par des démarrages de moteurs avec des fortes puissances à proximité, etc. Et puis on a donc des caractéristiques qui sont liées à la sûreté de fonctionnement, niveau SIL. C'est-à-dire qu'on a maintenant sur le marché des transmetteurs qui sont capables de faire de la réduction de risque, enfin de participer à de la réduction de risque avec ce qu'on appelle un SIL capable, etc. Voici, mais ce sont les principaux. On va s'intéresser également lors du dimensionnement d'un transmetteur à son encombrement. Est-ce qu'il y aura assez de place là où on va le monter? On va s'intéresser à son accessibilité. Est-ce qu'on va avoir accès facilement à ce transmetteur? Son orientation va pouvoir générer de temps en temps des erreurs qu'il va falloir prendre en compte. Donc on regarde les notices de fournisseurs avec les manuels de mise en installation pour s'assurer de la bonne orientation du transmetteur. Sa maintenance, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme plan de maintenance sur telle gamme de transmetteurs? Son poids pour pouvoir déterminer un supportage adapté. Son coût, si vous en achetez 50, le coût va commencer d'être non négligeable. Les précautions de transport et de stockage. Un transmetteur qui est en réserve sur un rayon, est-ce qu'il est bien stocké vis-à-vis des conditions de stockage qui sont spécifiées dans les notices pour pouvoir un jour l'échanger avec un autre qui tombe en panne sur une unité de fabrication. Donc ça, c'est toutes des questions qu'il faut se poser à l'avant. Nous allons passer à présent sur quelque chose qui est un petit peu plus mathématique mais qui est fondamental pour un transmetteur, c'est sa caractéristique statique. C'est tout simplement l'expression de la variation de son signal de sortie par rapport à la variation de la grandeur physique que le transmetteur mesure. Donc d'un point de vue opérabilité, je vous ai expliqué qu'on cherchait à mesurer une grandeur physique entre une valeur minimum que j'appelle ici M indice min et une valeur maximum M indice max. Et à cette valeur minimum et maximum, du point de vue du transmetteur, eh bien, je vais lui associer un signal standardisé qui est linéaire avec cette variation de grandeur physique. À la valeur M minimum va correspondre S minimum qui sera de 4 mA pour un transmetteur électronique et un M maximum qui va devoir générer un signal de sortie S indice max. Donc c'est ce que je vous définissais tout à l'heure pour la sensibilité. Donc on avait écrit que la sensibilité était égale à delta S sur delta M. Vous le voyez peut-être un petit peu mieux ici maintenant. Le delta S, c'est S max moins S min. Ici ce sera toujours 20 moins 4 mA, c'est-à-dire 16 mA. Et delta M, eh bien, ça va être la variation de votre grandeur physique exprimée en unité physique qui correspond à M max moins M min. Alors, je vous laisse trouver l'équation de cette droite, hein, c'est tout simple. Hein. Petit s, c'est grand S, la sensibilité, fois M moins M min plus S min. Donc c'est tout simplement l'équation de la droite qui lie le signal de sortie au signal de mesure petit m compris entre M min et M max. Et on peut être amené à faire l'inverse. Quelle est la valeur du signal associé, quelle est la valeur d'une grandeur physique en fonction du signal de sortie du transmetteur? Donc petit m égale S moins S min sur grand S plus M min. Voilà, donc je la démontre pas là, l'équation. Bon, je le ferai peut-être samedi, je verrai s'il y en a qui sont intéressés ou pas, mais bon, c'est pas primordial ici. Ce qu'il faut, c'est savoir l'utiliser. Je vais considérer à présent une enceinte dans laquelle un volume, donc une cuve dans laquelle j'ai un gaz. Ce gaz il est sous pression et cette pression elle peut varier. Je vais donc mesurer cette pression avec un transmetteur de pression, je l'appelle PT ici, nous allons bientôt voir pourquoi. Et à ce transmetteur de pression, je vais lui associer, donc lui configurer une caractéristique statique telle que d'un point de vue opérabilité process. Donc ça c'est dans mon cahier des charges, hein, je dois mesurer entre 0 et 10 bars, donc j'ai un M min qui est à 0 et un M max qui est à 10 bars.
À 0 bar, je veux un S-min de 4 mA et à 10 bar, je veux un S-max de 20 mA. Ça, c'est la caractéristique statique du transmetteur que j'ai appelé PT, qui va me servir à mesurer une pression qui varie entre 0 et 10 bars dans une cuve. Donc en termes de sensibilité, mon transmetteur c'est delta S sur delta M. Delta S c'est 20 milli moins 4 milli, c'est-à-dire 16 mA. Et delta M c'est M max moins M min, c'est-à-dire 10 moins 0, soit 10. Donc 16 divisé par 10, ça me fait 1,6 mA par bar. Ça, c'est la sensibilité de mon transmetteur. Maintenant, si je m'intéresse à l'équation de ma caractéristique statique S en fonction de P, je reprends la formule précédente que je vous ai exposée et j'obtiens petit s égale 1,6 P plus 4. Si vous reprenez, donc j'ai S qui est égal à grand S, c'est-à-dire ici 1,6, facteur de M moins M min, c'est-à-dire P moins 0 ici, puisque P va varier entre 0 et 10, plus S min plus 4. Donc S égale 1,6 P plus 4. Ça va être l'équation de la droite en rouge que je vous donne, S en fonction de P. À quoi elle va me servir cette caractéristique statique? Elle va me servir à connaître le signal de sortie par rapport à un point de fonctionnement donné de mon process. C'est ce qui va être programmé dans mon transmetteur pour calculer le signal de sortie. Par exemple, à une pression de 1,5 bar, donc compris entre 0 et 10, lorsque j'injecte la valeur de P dans l'équation précédente, ça va me donner un signal de sortie de 1,6 fois 1,5 plus 4, c'est-à-dire 6,4 mA. Donc je sais qu'à une pression de 1,5 bar est associée en sortie de mon transmetteur une valeur de 6,4 mA. Je peux être amené à faire l'inverse en utilisant la deuxième équation que je vous ai donnée dans le transparent précédent, P en fonction de S. Je mesure l'intensité qui est donnée par un transmetteur, à quelle valeur de la grandeur physique ça correspond. Eh bien j'ai grand P qui est égal à S-4 sur 1,6. Par exemple, si je mesure à la sortie d'un transmetteur 5,3 mA, à quelle valeur de pression ça correspond? Eh bien, j'injecte la valeur de S égale 5,3 dans la formule et ça me donne P est égal à 5,3 moins 4 sur 1,6, c'est-à-dire 0,81 bar. Bon, ça, je considère que c'est fondamental et puis important de savoir dans cette partie de cours. Exprimer la caractéristique statique dans un sens ou dans l'autre. Je vais vous parler maintenant de diagnostic que l'on peut faire à l'aide du signal 420 mA. On a plusieurs moyens de faire du diagnostic. Lorsqu'on est en structure de réseau, c'est très facile, c'est fait pour. Donc on dialogue sur un réseau et puis on peut faire du diagnostic. C'est beaucoup plus adapté qu'avec du 420 mA. Avec le 420 mA, on a deux façons de faire du diagnostic. Soit avec du protocole ART que je vais vous définir prochainement dans un ou deux transparents, soit on fait du diagnostic sur la valeur même du 420 mA. Et voilà comment ça se passe. C'est les Allemands qui ont réfléchi à ça et ils ont publié une recommandation qui s'appelle une recommandation Namur NE43 qui va proposer d'utiliser le signal 420 mA afin de diagnostiquer une défaillance sur un transmetteur. Et ça fonctionne de la façon suivante. Je vous parle de 420 mA depuis le début de cette présentation. Ça, c'est ce que j'appelle le fonctionnement normal. À 420 mA correspond une variation de la grandeur physique que nous voulons mesurer. Ce que les Allemands ont proposé à travers cette recommandation Namur, donc c'est pas une norme, j'insiste sur le terme recommandation, c'est pas une norme, c'est pas applicable, mais c'est fortement recommandé et c'est ce que tous les fournisseurs font. En fait, on va se donner la possibilité d'exploiter un petit peu au-delà du minimum et du maximum du fonctionnement normal pour pouvoir avoir une utilisation un petit peu plus large que le 420 mA. C'est ce qu'on va appeler la zone de fonctionnement exploitable. Donc en fait, quand on parle de signal 4 mA et 20 mA, on peut réellement aller jusqu'à 3,8 et 20,5 exclus. Ça veut dire que si je mesure 0,10 bar pour 420 mA, en fait le transmetteur il va être capable de mesurer un petit peu en dessous
de 0 bar, c'est-à-dire qu'on va être capable de détecter une légère mise sous vide. Et puis s'il fonctionne un peu plus haut que 10 bars, on va pouvoir également le prendre en compte dans le signal de mesure. Qu'est-ce qui se passe au-delà du fonctionnement exploitable? Il y a deux phénomènes importants qu'il faut complètement dissocier. Je vais prendre 0,10 bar, mon signal de mesure il évolue 0, 10, etc. Quand il va arriver à 20,5 mA, mon transmetteur il va saturer. Il va toujours indiquer 20,5 mA parce qu'il est en saturation haute et il ne s'est pas mesuré plus haut. Donc le process il peut monter à 10, 12, 13, 14 bars, mais on va être plus capable de le mesurer. D'accord? Donc on va avoir une saturation de signal. Si je suis du côté des négatifs, eh bien mon 420 mA il va être exploitable jusqu'à 3,8 mA et après il va saturer, c'est-à-dire qu'il va rester à 3,8 mA, même si on continue de faire encore un petit peu plus le vide, par exemple dans le cas d'une mesure de pression d'un équipement, eh bien en dessous de 3,8 mA il va plus être capable d'indiquer quelque chose qui est représentatif de la réalité, il va saturer. Là on est dans un fonctionnement exploitable avec des phénomènes de saturation. Par contre, la technologie des transmetteurs aujourd'hui fait qu'on peut avoir une défaillance sur l'électronique du transmetteur. Alors, pour dissocier un phénomène de saturation bas ou haut d'un dysfonctionnement du transmetteur, lorsque l'on aura une défaillance sur le transmetteur, eh bien, on va directement passer de la valeur où était le transmetteur dans son fonctionnement normal à ce qu'on appelle une valeur de repli. On a deux valeurs de repli possibles. Une valeur basse qui est 3,6 mA, qui est une position de repli en cas de défaillance du transmetteur. Et cette position de repli, elle se fait par configuration en indiquant dans un des paramètres du transmetteur que la valeur de repli, on veut une valeur repli basse. Donc ça c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dedans si vous voulez, hein, mais le fonctionnement exploitable il va nous donner une saturation des signaux. Si je suis à 5 bars par exemple, donc dans ma plage de fonctionnement normale, je varie entre 0 et 10 bars, 80 mA, mon process est à 5 bars, je vais donc lire 12 mA, hein, la moitié de 80, à 12 mA, et d'un seul coup j'ai une défaillance du transmetteur, et bien de 12 il va passer à 3,6. Et 3,6 ça va se différencier du fait qu'on n'a pas 3,8 et que surtout on n'aura jamais de valeur entre 3,6 et 3,8. C'est-à-dire que le technicien en instrumentation, lorsqu'il va mesurer sur sa boucle un courant de 3,6 mA, il va immédiatement savoir que c'est le transmetteur qui s'est mis en défaut. Alors on a soit une possibilité de repli bas ou bien une possibilité de repli haut. Ça, je le répète, ça se fait soit par configuration dans le transmetteur, mais comme on est en train d'aborder des aspects de sûreté de fonctionnement et de sûreté d'installation, en fait ça se configure de moins en moins dans les transmetteurs et ça se définit dans la codification de l'appareil au départ. Et au moment d'acheter l'appareil, on travaillera un petit peu sur de la codification samedi, au moment d'acheter l'appareil, à un moment donné, il va falloir dire dans le code si on fait un repli haut ou un repli bas en cas de défaillance de l'électronique du transmetteur. Voilà sur la norme Namur NE43, ce qu'on peut en dire. Nous allons maintenant parler de boucle de courant. Donc la boucle de courant, c'est ce qui va conditionner le câblage extérieur du transmetteur du côté de sa sortie. Donc l'utilisation que l'on fait du signal standardisé qu'il nous procure. Donc ça se passe sous cette forme-là, si vous voulez. Donc là, je ne vais pas représenter la partie côté mesurant. Là, je suis sur la partie électrique, dirais-je, signal standardisé, 420 mA. Donc un transmetteur, pour qu'il puisse délivrer un signal 420 mA, eh bien, il va falloir lui procurer une alimentation et une certaine philosophie de câblage. Parce que on peut être susceptible d'alimenter plusieurs appareils. Il peut ne pas y avoir que le transmetteur. On voit que dans la structure de boucle de régulation, on a au moins un régulateur, puisque le but de transmetteur, c'est de donner un signal standardisé à un régulateur pour pouvoir faire derrière le contrôle d'une grandeur physique.
Mais entre-temps, on peut être amené à enregistrer cette valeur, pourquoi pas, ou à l'amener sur un autre système. Donc le raccordement électrique d'un transmetteur, il se fait en tant qu'élément d'une partie d'un ensemble plus large qui est une boucle de courant. Et le raccordement, pour que ça puisse marcher et qu'on puisse faire véhiculer un signal 420 mA dans cet ensemble de mesurage, il va falloir effectuer le raccordement toujours du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé, en partant de l'alimentation. Donc je regarde ce qui génère mon énergie, en l'occurrence là c'est mon alimentation, donc je vais partir du potentiel le plus élevé de mon alimentation vers le potentiel le plus élevé de mon premier transmetteur. C'est-à-dire du plus de mon alimentation, je vais aller vers le plus de mon transmetteur. Maintenant, je vais sortir de mon transmetteur, je n'ai pas le choix, j'ai que deux bornes plus et moins sur mon transmetteur. Et je vais aller chercher le potentiel le plus élevé de mon prochain récepteur. En l'occurrence, l'enregistreur, ici, je vais rentrer sur la borne plus de mon enregistreur. Alors, vous voyez que l'enregistreur, ici, il n'est pas configuré en entrée 420 mA, il est configuré en entrée 1,5 volts. Donc je continue ma boucle de courant, je ressors de la borne moins de mon enregistreur et je vais aller chercher le potentiel le plus élevé de mon prochain récepteur qui est l'entrée de mon régulateur. Donc là, eh bien, je vais aller du moins de mon enregistreur vers le plus du régulateur. Et quand j'ai fini de faire le chaînage de tous mes récepteurs, ben, il me reste forcément à la fin une borne moins de mon dernier récepteur. Et là, je n'ai plus de potentiel le plus élevé puisque je reboucle sur mon alimentation. Et c'est le seul moment où je vais du moins d'un récepteur vers le moins de mon alimentation. Tout le reste va toujours du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. En termes de calcul, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entrée à 5 volts? Mon appareil est configuré en 1,5 volts et j'ai du 420 mA qui traverse cet enregistreur. Il faut donc que je transforme un 420 mA en 1,5 volts. Donc si je pars de la loi d'Ohm U égale RI, si je regarde d'un point de vue variation ce que me donnent les signaux sur cette loi d'Ohm, R il ne varie pas par principe, par définition, donc j'ai delta U qui est égal à R delta I qui peut s'exprimer en termes de variation à partir de l'expression de la loi d'Ohm U égale RI. Donc ça me permet de calculer la résistance en fonction de la variation de mes signaux, c'est-à-dire que de delta U égale R fois delta I, j'exprime R en fonction de delta U et delta I et j'ai R qui est égal à delta U sur delta I. Que représente delta U? La variation de mon entrée acceptable sur l'enregistreur, c'est-à-dire de 1 à 5 volts, donc j'ai une variation de 5 moins 1, c'est-à-dire 4 volts. Et quelle est la variation de mon signal qui rentre dans ma résistance? Eh bien c'est de 4 à 20 mA, donc j'ai donc une variation de courant qui est de 20 à 4 mA, soit 16 10 puissance moins 3 ampères. 10 mA, 16 mA, pardon, ça fait 16 10 puissance moins 3 ampères. Je fais attention de rester volts sur ampères pour avoir des ohms. Et c'est comme ça que je trouve la valeur de résistance de 250 ohms. Lorsque l'on veut convertir un 420 mA en 1,5 volts, il suffit de mettre en parallèle de l'entrée de l'appareil, donc une résistance de 250 ohms. Et sur le marché, on a des résistances de précision de 250 ohms avec une précision de l'ordre de 0,1% qui sont justement conçus pour transformer les 420 mA quand on a des entrées à 5 volts. Mais bon, je réitère le fait que tout ce qui est entrée 5 volts maintenant, ça existe de moins en moins, quoi. Je veux dire, un enregistreur aujourd'hui, vous achetez ça, euh, c'est configurable bien sûr en 1,5 volts, mais c'est configurable aussi en entrée 420 mA. Donc l'idéal c'est de rester quand même en 420 mA sur toute la boucle. Oui, donc par rapport au calcul de ma résistance, je revérifie derrière avec la loi d'Ohm U égale RI que pour 4 mA, j'ai U égale R fois I, c'est-à-dire 250 ohms fois 4 10 3. Attention, 4 10 3 exprimé en ampères. 4 mA c'est 4 10 3 pour retrouver des volts. Et quand je fais 250 fois 4 10 3, je retombe bien sur 1 volt. Et lorsque j'aurai 20 mA qui circulera dans ma boucle de courant, au niveau de l'enregistreur, eh bien, j'aurai une tension de U égale RI 250 fois 20 10 3 de 5 volts aux bornes
de l'enregistreur. Donc je retomberai bien sur ma variation à 5 volts souhaitée. Donc voilà, ça c'est pareil, enfin vous allez dire que tout ce que je vous dis c'est fondamental, mais ça c'est très important, le câblage de la boucle de courant, hein. J'en fais toujours mettre un petit peu à l'examen. Il faut que vous sachiez calculer une boucle de courant, hein. Donc on part du plus vers le plus, on part du moins vers le plus, on va toujours chercher les potentiels qui sont le plus élevés, hein. Je vous présente maintenant un autre type de boucle de courant. Vous voyez qu'il n'y a plus d'indication d'alimentation. Donc j'ai mon transmetteur qui doit être alimenté pour pouvoir produire un 420 mA, puisque c'est comme ça qu'on l'a défini précédemment. Simplement, mon alimentation, il faut que j'aille la chercher quelque part. Alors il y a trois possibilités de trouver de l'énergie sur une boucle de courant. Le premier cas, comme je vous l'ai montré, avec une alimentation externe. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle des alimentations capteurs qui vont être générées sur un des deux autres récepteurs de la boucle. En l'occurrence, là, sur le régulateur, vous voyez que le régulateur, il ne peut être que fournisseur d'énergie parce que la borne plus du régulateur va vers la borne plus du transmetteur. Donc le potentiel le plus élevé dans cette boucle de courant, c'est ce qui part du régulateur, puisque je vais du plus au plus, et du transmetteur, du plus du régulateur au plus du transmetteur, et le moins du transmetteur qui retourne sur un plus de l'indicateur. Donc voilà, ces histoires de potentiel plus élevé, potentiel moins élevé, tous les ans je vois que ça gêne un petit peu les élèves, mais bon, vous tracassez pas, il faut toujours aller au début du plus de la ligne vers le plus du premier récepteur, et du moins du premier récepteur au plus du deuxième récepteur, au moins du deuxième récepteur, jusqu'au plus du récepteur suivant, et reboucler à la fin avec le moins. Donc là on a finalement trois récepteurs sur une boucle, donc il y en a un qui va nous servir d'alimentation, c'est l'alimentation capteur du régulateur, qui vient sur le plus du transmetteur, le moins du transmetteur il vient sur le plus d'un indicateur par exemple, et le moins de l'indicateur, comme c'est mon dernier élément de ma boucle de courant, je reboucle le moins de mon indicateur sur le moins du régulateur. Et là j'utilise l'énergie de l'alimentation capteur du régulateur pour générer mon 4 mA, et mon transmetteur finalement il se comporte comme une impédance variable, hein, dans la boucle. Donc je pourrais le modéliser par ce petit réseau électrique, hein. Donc j'ai une tension U qui est donnée par le régulateur avec une série d'impédances sur cette boucle, notamment celle du transmetteur qui varie pour moduler le courant. Donc le courant dans la boucle, il peut être calculé comme étant égal à la tension d'alimentation de mon alimentation capteur U divisé par la somme de toutes les résistances. Ce qui m'amène à vous mettre en garde sur une particularité qu'il va falloir faire attention lorsque l'on fait du câblage. C'est qu'il y a une résistance que j'ai pas mis dans ma formule ici, c'est la résistance de ligne. Si on place les transmetteurs trop loin, 500 mètres, 800 mètres, 1 km de la source de tension, malgré le fait qu'on soit en courant, on va ajouter au dénominateur de l'expression de la loi d'Ohm que je vous donne ici, une résistance de ligne. Et à un moment donné, si la résistance sur la boucle est trop importante, parce que par exemple il y aurait la contribution supplémentaire d'une résistance de ligne, alors à un moment donné on va ne plus être capable de générer du 420 mA et on va écrouler ce qu'on appelle l'alimentation. Donc on va travailler ça en exercice samedi. En fait, dans la documentation du fournisseur, on va donner les limites à ne pas dépasser sur la résistance de ligne. Et on va montrer l'affaiblissement d'une alimentation capteur, si vous voulez, dû à la résistance de ligne. Donc ça c'est important d'avoir la notion aussi, hein. Et la troisième manière d'obtenir donc une source d'énergie que j'ai pas encore parlé, c'est au niveau du transmetteur. Le transmetteur peut être source d'énergie à partir du moment où par ailleurs on l'alimente par exemple en 220 volts. Il existe des capteurs, je pense immédiatement à des capteurs de débit électromagnétique ou ultrasons par exemple, où on amène directement sur l'appareil du 230 volts, et l'appareil, en tant que transmetteur, étant alimenté à 230 volts, à ce moment-là possède suffisamment d'énergie pour être lui-même alimentation en capteur sur le reste de la boucle, et puis pouvoir générer le 420 mA. On verra
fera son exercice aussi. D'un point de vue schématique, plus proche de la réalité, voilà comment va se câbler la boucle de courant. Donc on va avoir des câbles unitaires, donc entre le transmetteur et puis l'indicateur, puis entre l'indicateur et le régulateur, si je reprends l'exercice précédent. Et les signaux vont transiter donc dans des câbles qui sont constitués de deux fils, et on va pouvoir transiter les signaux à l'intérieur de ces câbles. Si j'ai plusieurs transmetteurs sur une unité, je vais regrouper mes signaux dans ce qu'on appelle des boîtes de jonction qui vont être constituées de borniers. Et entre chaque boîte de jonction et la partie traitement du signal, dirais-je, côté régulateur, indicateur en salle de contrôle, choses comme ça, on va utiliser des câbles multipaires qui vont avoir l'avantage de n'être constitués que d'un seul tenant, une multitude de fils à l'intérieur qui vont pouvoir transiter chacun des signaux nécessaires pour chaque transmetteur. Mais ça ne fait qu'un seul tirage de câble entre la boîte de jonction et puis le bornier en salle de contrôle sur lequel on va raccorder les entrées d'indication d'enregistrement ou de régulateur. Voilà, en exemple une boîte de jonction, donc on a des câbles unitaires qui arrivent ici en haut et puis sur la gauche. On a des entrées de câbles qui vont servir à garantir l'étanchéité entre l'intérieur de la boîte de jonction et l'extérieur d'où arrivent les câbles. Le bornier qui va regrouper donc d'une part les câbles unitaires et d'autre part le câble multipaire qui va partir en salle de contrôle. Voilà un peu comment se passe le câblage d'une boîte de jonction. Le câble de liaison, donc on utilise du conducteur en général 0,5 mm² sous isolation PVC, un ruban polyester, un fil de continuité en cuivre étamé qui va nous servir de ce qu'on appelle blindage, hein, donc ça va nous servir en raccordant à la terre côté salle de contrôle d'avoir une bonne immunité contre les parasitages électromagnétiques. On a un ruban polyester qui va nous servir avec l'isolation PVC à garantir ce qu'on appelle un diélectrique, donc un isolement électrique relativement correct du câble. Et une gaine extérieure en PVC qui est tout simplement pour protéger les conducteurs contre l'humidité et les agressions extérieures. Ce qu'on trouve parfois aussi, c'est encore une armure métallique qui va protéger contre les rongeurs, les chocs mécaniques, etc. Bon, enfin là, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur du câble, mais c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble un câble qui sert à transiter des signaux d'instrumentation dans une boucle de courant. On va parler maintenant un peu de protocole ART. Alors, le protocole ART, c'est un protocole de communication qui va nous servir à faire du diagnostic. Je vous ai présenté la recommandation pardon, NE43 Namur qui permettait déjà d'avoir une certaine vision d'une défaillance possible du transmetteur avec des valeurs de repli. Là, le protocole ART va nous permettre d'aller un peu plus loin dans le diagnostic. On va toujours utiliser comme support le courant, donc le courant de mesure, hein, le 420 mA, et on va superposer à ce courant un deuxième courant d'amplitude 0,5 mA, donc qui va varier en fait entre moins 0,5 et plus 0,5 A, mais à des fréquences de soit 1200 Hz, soit 2200 Hz. Quand on va superposer ce petit courant variable sur le courant continu et que on sera à 1200 Hz, ça caractérisera un 1 logique. Quand on sera à 2200 Hz, ça caractérisera un 0 logique. Donc ça ne va pas poser de problème du point de vue du transmetteur parce que le signal ART qui est superposé au 420 mA a été conçu de telle manière à ce que l'on soit hors de la bande passante du transmetteur. Donc ça varie trop vite pour que le transmetteur il ne le voit, ces variations. Donc ça ne va pas influencer en termes de valeur moyenne, si vous voulez, le signal 420 mA. Par contre, ça va être très riche parce qu'on va pouvoir envoyer des questions, on va pouvoir réceptionner des réponses à travers des messages numériques composés de 0 et de 1 qui sont codifiés de la façon dont je viens vous exposer. Voilà, donc c'est une superposition d'un signal numérique sur un signal analogique, le système ART, le protocole ART. Donc je vous ai montré par exemple sur une variation de fréquence ce que donne numériquement le signal. Donc un 1 avec 2 0, 2 1, 1 0
2, 1 et un 0. Voilà une codification de bits élémentaires 0 et 1 qui peuvent générer un mot. À partir du moment où on sait faire des bits, des mots, etc., on sait dialoguer. Donc concrètement, eh bien, on a nos appareils qui sont sur place, qui sont donc compatibles ART, hein, qui sont capables sur le 420 mA. J'insiste bien, je suis différent de... Je ne vous parle pas de réseau de terrain là. Je vous parle d'une superposition de signal possible sur un signal 420 mA. Alors c'est lent, c'est du 1200 baux, alors qu'aujourd'hui on a du ART qui tourne sur des réseaux à 32 000 baux. Mais là, on est sur une technologie relativement ancienne, mais qui nous permet malgré tout de faire du diagnostic avec une interface de communication. Donc, on va venir se connecter sur les appareils. Et donc, le signal 400 mA arrive sur des modules d'acquisition d'entrée-sortie d'un système numérique de contrôle commande. Les informations sont affichées sur un poste de supervision. Et soit avec une interface de communication ART, eh bien, on est capable de lire sur le 400 mA tout ce transit de messages numériques qui va nous servir à aller lire quelque part des paramètres qu'il y a dans un transmetteur. Donc je vous avais promis un exemple. Un exemple par exemple, c'est par une liaison ART, il est courant aujourd'hui de pouvoir disposer de la température d'un capteur. Ça c'est important quand on veut faire une campagne de vérification par exemple si les traçages ont bien été mis en place. C'est-à-dire qu'un appareil, lorsqu'il est monté à l'extérieur dans des régions rudes, il peut être soumis à du gel, mais s'il descend trop froid en température extérieure, il ne va plus fonctionner. Donc on a des systèmes de traçage qui sont soit électriques, soit des traçages avec de la vapeur pour réchauffer l'appareil. Un moyen de vérifier que le transmetteur fonctionne bien avec son système de traçage est d'aller vérifier par une communication ART la température intérieure du transmetteur. Et vous allez tout de suite voir, suivant la région où vous êtes, si le traçage est mis en service ou pas. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. On peut lire les échelles, les LRV, les URV, les PLI, les PLS par ART. Il y a même des dispositifs qui permettent de faire momentanément de l'acquisition sur certains positionneurs de vannes. Donc on est capable de lire sur plusieurs milliers de points ce qui s'est passé depuis plusieurs minutes ou plusieurs heures pour faire du diagnostic. Voilà, donc c'est pas du réseau de terrain au sens pur du terme, mais ça permet déjà une certaine approche dans cette philosophie-là quelque part quand même, hein. Bon, il faut que les dispositifs de terrain, que sont les transmetteurs, vannes, etc., soient quand même compatibles avec ART, mais ils le sont quasiment tous maintenant, hein. Sauf si vous ne le précisez pas dans la codification de votre appareil. Des fois, il y a encore des appareils qui ne sont pas compatibles ART. Donc là, voilà pour le protocole ART. Alors, une chose fondamentale qu'on est capable de voir par le protocole ART, c'est la configuration d'un transmetteur. Donc là, je vous ai mis la configuration la plus simple qu'on puisse trouver sur un transmetteur de pression, par exemple. Bon, il doit y avoir 70 paramètres là de mémoire. On ne va pas tous les regarder, hein, mais bon, il y a entre les numéros de série de l'appareil, la date à laquelle il a été fabriqué, tous les réglages qu'on peut avoir dans un transmetteur. Donc vous voyez, je vous en ai présenté moins d'une dizaine. En fait, on a accès à pratiquement 70 paramètres dans les cas les plus simples. Aujourd'hui, un transmetteur de débit à ultrasons peut contenir jusqu'à 300 paramètres. Deux mots sur ce qu'on appelle un transmetteur intelligent. Un transmetteur intelligent, c'est pas un transmetteur qui travaille tout seul, hein. C'est un transmetteur qui est intelligent au sens où il est capable de faire beaucoup de corrections par rapport à un environnement. Là, en l'occurrence, j'ai pris un extrait de documentation Foxborough, je crois. Et un transmetteur, eh bien, on voit que si on part de la partie inférieure à droite, il y a une partie haute pression, basse pression. Donc, on a un système piézo-résistif qui va convertir donc une contrainte mécanique qui est due à une variation de pression en une variation de signal électrique. Donc, tout ça, on va le ramener sur un bus. Et ce qu'on va être capable de faire également, c'est de mesurer avec un capteur de température interne au transmetteur, donc la température de la membrane par exemple. Ensuite, ces mesures analogiques, hein, puisque donc elles sont continues, elles vont être numérisées dans la partie module électronique par un convertisseur analogique digital. Et à partir de ce moment-là, c'est un microprocesseur qui va prendre les choses en main. Le microprocesseur, il va prendre en compte la température du transmetteur et il va éventuellement éventuellement faire des corrections par rapport à cette température.
Je ne suis pas allé dans le cadre de cette présentation générale dans le détail des performances totales d'un transmetteur qu'on verra samedi, mais en fait, quand on parlait de précision tout à l'heure, la certitude relative, c'est qu'une composante de la certitude. En fait, on s'aperçoit que dans les transmetteurs de pression, suivant les pressions auxquelles ils sont utilisés et suivant les températures auxquelles ils sont utilisés, on a encore deux autres composantes d'erreur qui arrivent, qui sont soit négligeables, soit pas négligeables, suivant le domaine de travail qu'on utilise. Donc les transmetteurs aujourd'hui intelligents sont capables, bon, la mesure de pression ils l'ont en interne puisque le piézo-résistif il fait la différence de pression mais il connaît un côté aussi de la pression. Donc on est capable avec les capteurs qui sont existants dans le transmetteur de connaître la pression et la température sur le point de fonctionnement où on fait la mesure, et le microprocesseur lui va faire ses compensations de linéarisation, de calibration, d'amortissement, etc. Donc il va mettre en forme le signal, il va le standardiser, il va le linéariser et il va en donner une approximation qui est la meilleure qui soit sur la sortie. Et il va être capable également de gérer toute la communication ART avec l'extérieur. Alors des fois il y a un microprocesseur, des fois il y en a deux. Si on est sur des appareils qui sont sûrs d'un point de vue sûreté de fonctionnement, on va même des fois en mettre deux microprocesseurs. Comme ça ils vont travailler les deux en parallèle, ils vont s'autocontrôler et ça va garantir des sûretés de fonctionnement assez extrêmes dans certains cas. Voilà, on a toujours une mémoire qui est associée au microprocesseur où il peut stocker des paramètres, des mots, pardon, dans lesquels peuvent figurer des paramètres, des seuils de réglage, etc. Voilà, et puis une fois qu'on sort par les devis, eh bien on a le 420 mAh et puis on a la possibilité avec des communications à distance, un remote communicator, eh bien de visualiser le contenu du microprocesseur, enfin des messages qu'il est capable de donner, de diagnostic, de panne, etc. Dans un ensemble plus large au niveau structure industrielle, on peut montrer un petit peu où se situent nos capteurs. Eh bien, ils se situent quoi, soit sur une version classique 420 mAh avec éventuellement superposition de hard comme je suis en train de vous le présenter dans ce cours ici. Donc on est sur le terrain, là on mesure des températures, on a une vanne, un débit mathématique, on a une vitesse sur un moteur et puis une transmetteur de pression par exemple dans le cadre qui vient d'apparaître. Donc ça moi c'est ce que je vous présente dans ce cours, hein. Une configuration classique 420 mAh qui a tendance à disparaître quand même de plus en plus avec l'apparition des réseaux, mais qui reste encore bien présente dans le domaine de la chimie, soit par l'historique des installations qui existent depuis plusieurs dizaines d'années et que les industriels ne sont pas prêts à tout changer du jour au lendemain non plus pour mettre du réseau de terrain, soit parce que on garde encore le 420 mAh pour tout ce qui est chaîne de sécurité. Tout n'est encore pas, à ma connaissance, aujourd'hui complètement normalisé en termes de sûreté de fonctionnement sur les réseaux de terrain. Donc il y a certaines fonctionnalités qu'on va garder en 420 mAh pour être vraiment en temps réel, au sens pur et sûr du terme. Mais on peut trouver effectivement des structures de réseaux de terrain Fieldbus Foundation, là, donc qui sont des réseaux propriétaires de certains fournisseurs. Alors là, on est en réseau de terrain, c'est-à-dire qu'on est capable, à travers des réseaux, d'être beaucoup plus précis, par exemple, sur certaines mesures. Et ça, dans le domaine pharmaceutique, ça y vient de plus en plus, hein. On est très intéressé sur des contrôles de température très fines. Donc là, le 420 mAh aurait ses limites et on est capable de coder les informations de mesure sur des résolutions beaucoup plus fortes en numérique qu'en 420 mAh. Donc là, par exemple, eh bien, on est sur un bus de données qui permet également, il faut le savoir, ça, de déporter des fonctions de régulation dans les transmetteurs. Alors ça, déjà, vous n'avez pas l'habitude, mais là, c'est encore un peu plus compliqué. C'est complètement une approche différente, hein. Le réseau de terrain, on est capable de déporter une régulation de pression dans un transmetteur ou dans un positionneur de vanne. Voilà, donc ça, c'est les avantages et les inconvénients. Je pense que vous le verrez dans un autre cours, ça. Et puis, on est donc sur voilà, donc réseau Profibus DP, ASI, etc. Donc après, on a plusieurs réseaux possibles et disponibles au niveau industriel pour rapatrier les informations de grandeur physique sur des contrôleurs, hein, des régulateurs, qui sont reliés ensuite à des réseaux, à des voies hiérarchiques, à des niveaux hiérarchiques supérieurs pour être affichés ensuite sur des supervisions en salle de contrôle, sur des modules de calcul, etc.
Donc nous on s'intéresse qu'à la partie capteur actionneur en 420 mA dans cette structure. Une autre façon de transmettre des signaux qui se développe également de plus en plus, voilà, donc c'est le réseau hertzien. Le réseau hertzien wireless par Wi-Fi, on est capable de mettre en réseau des appareils. Donc à partir d'un système qui peut être un système numérique de contrôle commande ou n'importe quel système d'acquisition, on va relier ça à ce qu'on appelle un répartiteur, gateway en anglais. Et ce répartiteur, il va par voie hertzienne se mettre en communication avec un réseau d'appareils. Alors ça c'est intéressant parce qu'il n'y a plus de câbles à tirer, il n'y a plus de connexion à faire, donc des sources de panne monstres en moins. Par contre, si vous perdez la communication entre le gateway et puis l'unité, vous n'avez plus rien, vous êtes un aveugle. Donc ça peut être catastrophique. Donc ce qu'on fait en général, on met en redondance un deuxième gateway. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre prend par redondance la fonctionnalité. Ce qui est quand même intéressant dans ces réseaux, c'est que si on perd la liaison entre deux transmetteurs, on y revient par un autre chemin. Donc c'est relativement intéressant de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le réseau hertzien? C'est qu'à un moment donné, au début, les industriels étaient quand même un peu frileux vis-à-vis des informations stratégiques, parce que on peut avoir des mesures qui sont sensibles, on va dire. Et ces informations sensibles pourraient être piratées à l'extérieur du site industriel. Donc il y a eu un peu cette crainte-là au début, mais on va quand même reconnaître, moi-même j'étais contre ces technologies-là et bah, finalement on nous l'impose, hein, donc on est obligé de l'accepter quelque part, mais c'est vrai que bon niveau codification maintenant il y a des codes qui sont refaits systématiquement très très rapidement et on est quand même de plus en plus protégé. Bon, quand on veut mesurer par exemple le niveau sur une centaine de bacs de produits finis, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre de structure là, c'est quand même plus sympa que du câble. Donc voilà la partie que je viens de vous exposer. Donc ça, de plus en plus de réseaux hertziens. Juste un mot sur des certificats qui sont associés à un transmetteur. Un transmetteur, ça peut sembler un appareil simple, mais en fait, suivant l'utilisation qu'on en fait, on a une foule de certificats qui lui sont associés. Le premier type de certificat, c'est la déclaration de conformité qui est liée à la directive ATEX, donc sur les atmosphères explosives. Suivant les probabilités d'occurrence que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une explosion potentielle à un endroit, eh bien, il va falloir avoir le bon certificat qui vous certifie que le transmetteur que vous avez acheté peut se monter en zone explosive et quel type de zone explosive. On a un certificat de réception 3.1, donc ça c'est une norme EN 10204 qui va certifier et prouver que vous avez le bon alliage que vous avez commandé à travers un certificat matière qui va détailler exactement la composition de l'alliage que vous avez avec le numéro de coulée de la fonderie dans laquelle le corps de votre appareil a été fondu, etc. Donc ça c'est tous des certificats, si vous ne les demandez pas, on ne vous les donne pas. Mais le jour où vous avez un pépin, un accident et qu'il va falloir prouver que vous avez bien le matériel puis que c'est pas à cause du transmetteur qu'il y a des choses qui se sont percées, etc., vous avez intérêt d'avoir les certificats quelque part en bonne et due forme. On a éventuellement des déclarations de conformité qui sont liées à la directive des équipements sous pression, donc une directive européenne, DSP 9723 CE. Ça commence d'être nécessaire à partir du moment où, par exemple, sur un transmetteur de pression, on mesure des grosses pressions. Donc là, il faut quand même avoir un certificat comme quoi l'appareil il est vraiment capable de les tenir, ces pressions, de les contenir, hein, en d'autres termes, qu'il n'explose pas, quoi. On a des certificats qui sont liés à la compatibilité électromagnétique, CEM. Des certificats plus spécifiques qu'on va trouver dans la pétrochimie, certificat NACE, National Association of Corrosion Engineers. Donc ça part d'une norme ISO qui va certifier que le produit que vous recevez, il est, il est compatible avec des présences d'H2S possibles et des propriétés acides qui peuvent arriver dans votre process. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on a découvert notamment sur les puits de forage de pétrole, qu'on avait beaucoup de
presque accident qui aurait pu nous amener des catastrophes parce qu'on a des matériaux qui tenaient pas, donc on a renforcé depuis longtemps les compositions de matériaux vis-à-vis de l'H2S qui peut être contenu dans le fluide, avec tous les problèmes de corrosion que ça peut nous amener derrière, hein. Donc certificat NACE. Les certificats d'étalonnage, hein, dans le domaine pharmaceutique, vous êtes amené à faire un certain nombre de vérifications, donc là il faut avoir les traçabilités 17025, etc. par rapport aux étalons. Certificats de vérification aussi qui peuvent être demandés, hein, sur des zones de réception dans les domaines pharmaceutiques. Il faut également pouvoir réceptionner du matériel, donc il y a certains certificats qu'il va falloir mettre, qu'il va falloir pouvoir produire, etc., etc. Je vous en citerai encore d'autres plus spécifiques, particulièrement aux transmetteurs qui sont utilisés dans le domaine pharmaceutique et puis biotechnologique ou agroalimentaire, puisque là on a des certificats qui se recoupent. Voilà, bon, ça me paraissait important de vous citer quand même quelques-uns des certificats afin que vous preniez conscience qu'un transmetteur, c'est pas simplement un transmetteur. C'est un transmetteur dans un cadre d'utilisation particulier. Donc le même transmetteur va avoir le même fonctionnement pour une même variation de grandeur physique qui va toujours vous donner 420 mA, mais suivant l'utilisation qu'on en fait dans son domaine d'application, dans son secteur bien précis, il va falloir quand même s'intéresser à un certain nombre de certificats qui attestent qu'on peut bien l'utiliser dans son environnement. Et enfin, je vais terminer par quelque chose de standard en instrumentation qui est le montage d'un transmetteur. Donc là, on a parlé de, de son utilité vis-à-vis de l'intégration dans une boucle de régulation. On a regardé un petit peu toutes les caractéristiques techniques qui pouvaient définir un transmetteur. On a parlé de sa caractéristique statique, comment varie sa sortie en fonction de la variation du mesurand. On a parlé de certificats, etc. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on le monte sur un tuyau. Parce que là encore, ça va être source d'incertitude qui ne va être pas du tout négligeable. Vous pouvez très bien faire des super calculs côté boucle de courant et puis faire un montage qui vous dégrade, voire qui vous donne aucun signal. Alors il existe plusieurs, peut-être pas plusieurs dizaines, j'exagérerais, mais au moins une vingtaine, entre 20 et 30 schémas de base, je dirais. Là, moi, je vous en présenter trois pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis je vous montrerai donc, comme je vous l'ai promis, des documents plus industriels samedi sur la complexité de ce que peut être un hookup, un montage de transmetteur sur une ligne. Alors par exemple, dans le cadre d'une mesure de débit de liquide par orifice sur une ligne horizontale, donc là on verra ce que c'est qu'une mesure de débit avec un orifice, voilà le genre de montage qu'on peut faire. Donc le transmetteur il peut être horizontal, il peut être vertical. Donc vous voyez ces schémas transmetteurs, on va s'intéresser déjà à savoir quelle grandeur physique on mesure, pression, débit, niveau, température. À l'intérieur de ces grandeurs physiques mesurées, on va s'intéresser euh, à la nature du fluide. Est-ce qu'il est liquide, gazeux ou si c'est de la vapeur? Après, on va s'occuper de l'orientation possible du transmetteur par rapport à la conduite. Est-ce que le transmetteur sera monté horizontalement, verticalement? Et dans chacun de ces cas, il va falloir définir précisément comment on monte le transmetteur. Donc globalement, euh, voilà à quoi ça ressemble. Dans le détail, je vous le montrerai, je vous dis samedi, avec tous les composants essentiels qui sont liés au montage. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si un hookup n'est pas respecté, je vous dis, vous pouvez avoir que du bruit sur votre signal. Et personne ne va comprendre, on va dire ouais, votre transmetteur il marche pas, la boucle elle marche pas, la régulation elle marche pas, alors qu'en fait c'est au niveau du montage que c'est pas du tout correct quoi. Si je fais une mesure de débit de gaz, par exemple, par orifice sur une ligne horizontale, eh bien je ne mettrai jamais le transmetteur horizontal, par exemple. Parce qu'un gaz, il est susceptible de condenser, et s'il condense, il faut que les condensats retournent vers le bas. Donc mettre un transmetteur horizontal sur un débit de gaz, c'est une ineptie parce qu'à un moment donné, dès que vous allez sortir la tuyauterie, s'il est chaude, de toute façon elle va refroidir. On a des gradients de température qui sont extraordinaires en piquage d'instruments, en mesure d'instruments. Donc on peut vite avoir des condensats. Si on a des condensats, ça veut dire qu'on va cumuler une hauteur d'eau sur la membrane du transmetteur. On va lui donner des faux signaux, si vous voulez, qui vont
résistance cumulée à une vraie mesure, et là on va plus du tout savoir où on en est. Vous allez croire que vous avez 30-50 bars dans votre tuyauterie, alors qu'en fait ce sera de l'eau ou du liquide condensé qui viendra perturber votre mesure. Donc mesure de gaz sur une ligne horizontale, toujours monter verticalement en haut de la tuyauterie. Un dernier exemple sur de la vapeur. Pour des raisons d'accessibilité, on peut ne pas avoir le choix puis mettre malgré tout le transmetteur de débit sur une partie basse accessible au sol. Si le débit dont on veut mesurer le débit de vapeur est dans une conduite qui est située à 5 mètres de haut, hein, donc pour des questions d'accessibilité, on ne va pas toujours mettre le transmetteur sur la conduite. Donc on a des artifices, hein, c'est-à-dire qu'on utilise des pots de condensation. On a une pente qu'on va respecter entre les piquages qui sont sur les brides, vous voyez, de la tuyauterie ici, et puis qui vont descendre vers le transmetteur. Et on va par exemple utiliser des pots de condensation et puis remplir dès le départ d'eau ou de glycol ou d'un liquide dont la densité est connue depuis le départ sur le transmetteur. Voilà. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on verra un ou deux hookups samedi en exemple, mais on a des astuces quand même pour pallier à tous les types de situations. Donc je vous dis, suivant qu'on mesure un pression, débit, niveau, température, un liquide, un gaz ou bien alors un gaz condensable, un gaz non condensable ou de la vapeur, suivant la position du transmetteur, qu'il est quand même au sol ou bien accessible sur la partie supérieure, tout ça, je vous dis, ça nous génère une trentaine de schémas de hook-up possibles que vous allez retrouver dans toutes les grandes compagnies chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques aussi, bien sûr, puisque c'est commun à toutes ces industries à la mesure de ces grandeurs physiques. Voilà, donc c'est un petit peu long, mais bon, ça me permet de vous donner une première lecture en ce qu'on va voir mardi et surtout d'introduire le reste derrière qui va être beaucoup moins long puis beaucoup plus simple que tout ce que je vous ai montré ici. Merci de votre attention en tout cas.